Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Sébastien Tissier. Comment tu vas, Seb? Très bien, merci. Et toi, Dylan? Bah écoute, c'est moi, ça va. C'est un plaisir pour moi de te recevoir sur cette chaîne. Il y a quelques 2 jours de ça, j'ai eu Amin Lams, donc que j'ai reçu sur la chaîne et je lui ai tenu à peu près ses propos. Je lui ai dit, voilà, Amin, ça fait maintenant depuis 2012 que tu es sur Internet et on pourrait dire que tu es un dinosaure du web. Et bah, toi, Seb, ça fait depuis 2007 que tu y es. Tu dois être un des premiers, sincèrement, à t'y être lancé. Donc, c'est un plaisir pour moi que tu puisses aujourd'hui partager ton parcours finalement sur Internet avec nous. C'est un plaisir. Bah, écoute, moi, je suis toujours heureux de pouvoir essayer de montrer que c'est possible. Et puis, effectivement, moi, je n'étais pas destiné à ça. Je viens d'une génération où ce n'était pas rempli de modèles. Quand j'ai commencé, il y avait d'autres gens qui démarraient déjà, mais qui étaient dans des trucs plus techniques. Il y avait déjà des gens qui faisaient du SEO, qui faisaient des boîtes sérieuses. Il y avait les startups à l'époque, un peu la bulle Internet avait explosé, mais tu avais quand même ce microcosme-là. Mais il n'y avait pas d'individus, en fait, autour de nous, ni sur YouTube, puisque YouTube n'existait pas, qui te montrait en fait qu'il y avait une possibilité de gagner ta vie, de te faire une vie sur mesure, alors qu'aujourd'hui, euh, ouais, presque 13-14 ans plus tard, bon, bah, tu regardes YouTube et tu as 1000 manières de gagner de l'argent avant ce soir, quoi, qui existent. Donc, c'est vraiment des époques différentes et pourtant qui ne sont pas si éloignées que ça. Mais je pense que la génération dans laquelle toi, tu t'es lancé a eu beaucoup de modèles et donc finalement plus de chances en soi de se dire que c'était possible et pour eux, quoi. Ok. Eh ben, écoute, c'est un plaisir et on va voir dans cette vidéo donc, qui est Sébastien Tissier et quel a été son parcours. Mais juste avant ça, intro. Alors dis-nous Seb, bah, déjà qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais. Dis-nous tout sur toi. Alors, sur Internet, je suis connu pour plusieurs choses, essentiellement pour Black Hat Marketing, qui est un peu ma petite passion secrète pour le gros hacking, pour le Black Hat, pour les trucs, les astuces, bref, les ficelles de filou qu'on a toujours eu besoin d'utiliser quand j'ai eu des boîtes physiques au départ. Effectivement, on cherchait toujours des manières créatives pour atteindre l'objectif en dépensant le moins possible ou parce qu'on n'avait pas de réseau, parce que bref, fallait se débrouiller. Et donc, c'est un peu cette culture de la débrouille qui nous a mené à ce qu'on fait aujourd'hui sur le marketing. Et puis, de l'autre côté, je suis installé en Asie depuis 2010, donc je fais partie sans doute des dinosaures des digital nomades, ou du moins de ceux qui sont partis avant que le terme n'existe et qui effectivement ont vu un peu cette révolution avancer. Et puis voilà, sur ces parties-là. Mais comme tu le disais, j'ai démarré il y a longtemps. Et avant ça, j'ai eu une vie antérieure sur des business physiques. Moi, j'ai commencé le net en 2006-2007, en gros. Je suis parti en Asie en 2010 parce que j'avais des business qui tournaient déjà très bien et que je pouvais enfin réaliser quelque chose qui était le système opposé dans lequel je baignais, qui était d'avoir une boîte avec 15 salariés et donc tout ce que ça comporte en fait de problématiques, de boulet au pied en fait et voilà, de pas être tu veux, pendant cette période-là, j'ai cherché à faire exactement le modèle inverse et je suis passé en solopreneur, quoi, quasiment. Donc, je pouvais tout gérer avec un ordinateur, tout seul dans mon coin, une connexion Internet. C'était pour moi l'aboutissement de ce que j'avais cherché à accomplir. Et voilà, très vite et très résumé. Yes, ok. Bah, de toute façon, on va y revenir un petit peu plus longuement après sur cette période-là et ta carrière un petit peu en entrepreneur physique. Mais merci en tout cas pour ton partage. Ce que je te propose maintenant, Seb, c'est qu'on retourne, qu'on fasse un bond en arrière à ton enfance, finalement, le Seb à 8 ou 9 ans. Est-ce que à 8 ou 9 ans, tu étais dans une famille, je dirais, d'entrepreneurs? Est-ce que tu étais destiné à être entrepreneur? Est-ce que tu avais ces envies-là, peut-être de liberté? Est-ce que tu avais un petit peu ce monde-là en tête ou pas du tout? Est-ce que tu pensais être fait pour ça? Alors, à 8 ans, en réalité, j'étais, bon, là, on va rentrer dans l'intime, mais ma mère venait de se remarier, j'avais un beau-père et j'ai toujours été un peu un sale gosse qui avait beaucoup de caprices et qui avait l'habitude de se les faire passer, du moins. Et il a fallu que je m'habitue à une nouvelle situation où, effectivement, j'ai découvert que j'étais plutôt contraint. Et c'est pas que ça se passait mal, mais quand tu n'es pas habitué, et puis en plus, quand tu as un beau-père et que ce n'est pas ton père, tu as toujours ces relations un peu distendu. Et toujours est-il que ça a sans doute forgé mon envie effectivement de retrouver cette liberté dans laquelle j'ai grandi quand j'étais petit. J'étais un peu élevé à la campagne, tu vois, où on faisait un peu ce qu'on voulait, comme on le voulait. Enfin, si on avait besoin d'un truc, on le faisait, quoi. Bref, c'était un peu pour moi une distorsion de mon environnement. Et puis à l'adolescence, effectivement, j'ai compris que
C'est avant tout la liberté que je cherchais parce que j'étais dans un village tout paumé, que quand tu es ado, bah, c'est surtout pas là où tu veux être et que je me suis très vite rendu compte qu'il fallait que je trouve des astuces, des moyens. Et puis, à cette époque-là, j'aimais beaucoup moi, Bernard Tapie, ce qui était un scandale dans ma famille, qui n'est pas une famille d'entrepreneurs, puisque je viens d'un milieu ouvrier. Et ce qui est le plus proche en entrepreneur dans ma famille, c'était mon oncle agriculteur, mais c'est tout sauf entrepreneur dans cette situation enviable, quoi. C'est pas l'entrepreneur tel que nous on l'imagine avec le côté siroter des mojitos sur les plages. C'est plutôt lève-toi à 5 heures du matin toute ta vie, dimanche compris, les vacances ça n'existe pas et puis eh bien une vie de merde comme un forçat quoi. Et c'était vraiment pour moi pas forcément un truc qui était très inspirant, mais en revanche, le côté Bernard Tapie était plus reluisant. C'est à l'époque, on le voyait partout. C'est le mec qui était entrepreneur, qui rachetait des boîtes, qui avait racheté Adidas, qui était ministre, qui était machin. Enfin, tu vois, c'est un mec qui était, tu le voyais sur le Fosséa, tu le voyais descendre d'hélicoptère, tu le voyais, il avait une vie qui était digne d'un agent secret, quoi. Tu vois, c'était plus le côté liberté finalement que le côté argent. Je pense qui m'a marqué, moi, c'est que le mec, il pouvait faire exactement ce qu'il voulait, comme il voulait, et il n'y avait pas de limite à ses rêves ou à ses ambitions. Ok. C'est assez intéressant parce que finalement, c'est vrai que bon, il y a peut-être un écart de génération pour le coup, mais effectivement, je pense qu'à l'époque, Bernard Tapie, c'était vraiment peut-être un des modèles de réussite entrepreneuriale. Et effectivement, il avait peut-être déjà ce côté-là que les réseaux sociaux maintenant apportent, mais visibilité vraiment un petit peu. On pouvait le voir beaucoup plus présent. Maintenant, ça s'est voilà, dirigé sur les réseaux. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ton point de vue. Et effectivement, je pense que peut-être c'est un petit peu répression de liberté t'a justement donné envie de voilà, entreprendre et d'avoir cette liberté. Ok, on va aller quelques années ensuite. Au niveau des études, j'aime bien souvent aussi parler de ce point-là. Est-ce que tu as fait de grandes études ou pas comment tu étais à l'école? Est-ce que c'était ton truc ou pas? Euh, j'ai pas, je suis quelqu'un qui a des facilités pour apprendre et retenir, donc j'ai jamais été mauvais à l'école. En terminale, j'ai repiqué ma terminale parce que je sais pas quoi faire après la terminale en fait. J'ai pas envie d'aller en fac, j'ai pas envie de plein de choses. Je sais pas ce que je voulais faire. Okay. Et puis, donc, j'ai refait une terminale juste pour, parce que voilà, bref, mais c'était plus sur cette phase d'incertitude. Après, je me suis orienté sur des trucs courts, mais pour des raisons qui étaient peut-être sans doute guidées par des considérations financières, c'est-à-dire que je n'avais pas forcément le milieu familial qui me permettait de faire des trucs, même si j'aurais pu, voilà, en travers, en bossant, machin, en truc, mais j'ai pas envie de ça, donc j'ai fait des choses courtes. Et puis, je me suis toujours, en revanche, versé un peu sur les opportunités, c'est-à-dire que fondamentalement, quand j'ai fini mes études, des études de tech de co, euh, typiquement, bah, je me suis retrouvé dans une époque, en fait, tu vois, le premier semestre de la deuxième année, j'étais major de promo et j'ai fini, je ne sais plus, 15 ou 20e le deuxième parce que j'en avais plus rien à foutre, enfin parce que je l'avais, quoi, le truc, et parce que ça me servait à rien en substance. Et puis après, pareil, je n'avais pas décidé ce que je voulais faire encore. Et puis, j'ai un pote qui m'a appelé, qui me dit, ouais, viens à Toulouse, je monte un truc avec mon frangin. Bon, bref, j'ai pris un train et puis je suis descendu, puis je suis jamais rentré, quoi, après. Ça m'a permis de découvrir un peu les activités que j'ai fait ensuite. Donc, en accéléré, je pose que tu vas peut-être poser la question, mais du coup, ça va être la phase salariat résumée en 6 mois. Je suis arrivé, j'ai découvert le boulot un peu qui tourne autour de la création d'un centre d'appel. J'étais à la fois la secrétaire, le DIRCOM et le téléacteur. J'ai tout fait à la fois. Et puis, on a eu une opportunité qui est tombée d'un client qui voulait faire un test. Ça a bien marché. J'ai commencé à créer une équipe, un machin, etc. Et puis, 6 mois après, bah, voilà, un client a demandé une exclusivité sur le truc. Donc, bah, mon pote qui était toujours à la tête de la boîte, lui, a dit OK, on prend l'exclusivité. Moi, je suis parti avec une autre partie des clients qui, eux, restaient sur le carreau. Et donc, j'ai créé ma première boîte un peu par opportunité, comme je suis arrivé dans ce milieu-là par opportunité, justement parce que j'étais à l'écoute. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une bonne manière de fonctionner qui est toujours très vrai, quoi. C'est un peu fonctionner à l'instinct. Et puis, encore une fois, ça correspondait à un moment où, ouais, il y avait une espèce de tout est possible. Voilà, c'était rigolo. Ouais. Ouais, mais je pense aussi il y a cet esprit peut-être de jeunesse où on essaie de peut-être des fois plus tenter les choses. Et effectivement, je pense que comme tu le dis, des fois il y a des opportunités qui se présentent à nous et on en discutait avec Fabien justement, Fabien Dessin, où lui, effectivement, des fois il y avait des opportunités qui se présentent à toi dans la vie et il faut savoir les saisir à ce moment-là. Donc, ok, assez intéressant. Donc, tu crées ton entreprise finalement avec ces deux opportunités qui s'arrivent à toi. Ouais. Comment que ça se passe, parce que là, tu crées une entreprise sur le physique. On est en quelle année déjà à peu près? Là, je suis descendu à Toulouse en 98 et puis j'ai créé ma boîte en 99. Alors d'abord, j'étais en indépendant, donc tu vois le truc, tu fais tout chez toi. Après, j'ai migré vers un statut de SARL.
Après, j'ai eu mon premier salarié, puis jusqu'à plusieurs années plus tard, arrivé à 15 salariés, qui était le maximum qu'on ait pu faire. Et ça a duré pendant 7 ans. Donc, avec ce que ça comporte de haut et de bas, en fait, quand tu crées une boîte comme ça, parce que c'est très différent d'avoir une boîte sur Internet. Enfin, une boîte sur Internet, tu peux dire un compte Stripe et puis un cabis, et ça y est, tu as une boîte. À l'époque, il fallait des bureaux, il fallait que tu ailles voir un banquier avec de l'argent pour lui dire donne-moi un chéquier, je t'amène de l'argent, et tu devais un peu quémander pour tout, quoi. C'était pas du tout la même logique qu'aujourd'hui finalement, et c'était pas, tu vois, créer une boîte, c'était pas un machin que tout le monde faisait. Encore une fois, quand tu n'as personne autour de toi qui l'avait fait, créer une SARL, il fallait avoir les avocats, les machins. Enfin, tu vois, c'est un peu de formalisme et des trucs qui aujourd'hui semblent extrêmement. Enfin, tu vois, créer une boîte, honnêtement, aujourd'hui, ça prend 15 clics, quoi. Voilà. C'est clair. C'est clair qu'au niveau de la barrière d'entrée pour entreprendre à l'époque et entreprendre aujourd'hui, on n'est plus du tout sur la même barrière d'entrée. Comme tu dis, maintenant, il suffit de quelques clics sur Internet et on a notre statut d'auto-entrepreneur comparé peut-être à l'époque. Justement, du coup, tu te lances dans cette entreprise physique, ça dure 7 ans. Pourquoi aujourd'hui, tu n'es pas toujours entrepreneur sur le plan physique et pourquoi tu as pivoté sur le web? Quel a été un petit peu ce moment charnière, déclic qui t'a fait changer de cap? J'en ai parlé dans une vidéo. C'est finalement un jour où tu te réveilles en te disant que toutes les raisons qui t'ont fait créer une boîte, bah, finalement, même si tu as de l'argent, même si tu as le statut, même si aux yeux de tous les gens qui ne croyaient pas en fait à ce que tu faisais au départ, et quand tu es arrivé à peu près à montrer que ça tenait, que c'était un truc qui marchait et que tout le monde te met un peu sur le truc, ah, ouais, machin, bon bref, tu as un moment où en fait tu regardes un peu tes journées, tu te dis putain, mais je suis pas libre pour dessous. Certes, j'ai de l'argent, j'ai ce que les gens estiment avoir réussi, mais au-delà de ça, ma journée, c'est je suis vissé au bureau parce que j'ai des salariés, parce que je dois gérer les trucs que j'ai pas envie de gérer. Je fais des trucs que j'ai pas envie de faire parce que tu vois, quand tu es une petite boîte, tu peux pas embaucher un mec en plus qui va te pomper ta marge. Enfin, tu vois, un salarié de plus ou de moins, c'est souvent la marge d'une boîte, quoi. Si tu prends un mec que tu vas payer 2000 balles pour faire un bras droit, à 2000 balles sur un an plus les charges, ça te pompe 30-40 000. Et donc, c'est souvent, tu vois, tu as un stade en fait et tu as des paliers sur lesquels c'est pas forcément le moment, c'est soit être tout petit, soit être très gros, quoi. Gros, mais à au moins 100 personnes. En ça, tu es toujours sur un truc qui est un peu un entre-deux. Et bref, tout ça pour dire qu'un matin, j'ai compris que mes journées, en fait, c'était pire que celles d'un salarié, dans le sens où moi, j'arrivais avant eux, je repartais après eux. En plus, j'étais souvent le salaud de service. Tu sais, tu as toujours cette image un peu d'exploiteur, parce qu'en fait, tu as des salariés, eux, ils travaillent, et toi, en fait, tu regardes l'argent tomber, quoi. Dans l'esprit des gens, c'est ça. Et puis, surtout, à chaque fois, on me demande de la paperasse, des machins, des trucs. Bref, mes journées ne ressemblaient pas à ceux avec quoi j'avais imaginé, en fait, euh, euh, créer une boîte. En fait, en réalité, moi, tu vois, à un moment, je me suis dit l'image de Bernard Tapie et puis ma vie. Et puis, ouais, ok, j'ai un peu d'argent. Je suis pas Bernard Tapie non plus, mais j'ai pas la liberté que lui a, en fait. Et c'était vraiment ça, ce déclic. C'est quand j'ai compris qu'en fait, je n'avais pas envie de continuer ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et en me disant je vais attendre la retraite pour profiter de la vie, parce que ça n'a jamais fait partie de ma culture, même si ça fait partie de mon éducation. Dans ma génération, on nous a tous vendus, parce que ça marchait pour les parents, l'idée de faire des études, tu auras un boulot, tu auras un bon salaire, tu partiras en vacances, puis tu auras ta retraite, quoi. Mais ce n'est pas un système qui m'a beaucoup, beaucoup séduit, jamais, et même à cette époque-là. Donc en fait, c'était un switch, et je suis quelqu'un d'un peu comment dirais-je, tranché, c'est-à-dire que très vite, je suis capable de faire des décisions qui soient assez abruptes. Et celle-ci a été en 10 minutes, un quart d'heure, avec un associé, on a décidé de plier les trucs et puis d'arrêter 2 boîtes coup sur coup, et puis de faire autre chose, quoi, tout simplement, parce qu'on était jeunes, parce que Internet poussait, parce qu'on voyait qu'on était un peu geek, donc on aimait ça, qu'il y avait des choses à faire, quoi, on ne savait pas encore. Et puis on a décidé voilà, de dire que la vie était courte et puis qu'on ne voulait pas la passer au bureau à bosser pour l'URSSAF et à se prendre à chaque fois les critiques, les remarques, les machins, des trucs, tu vois, c'est un peu… Ouais, c'est vraiment ça. C'est en fait le jour où j'ai compris que j'étais pas libre. Enfin, si je dois synthétiser, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, et je pense que c'est important finalement d'avoir un petit peu savoir qui l'on est et ce que l'on veut dans la vie, avoir un petit peu cette vision du succès, parce que finalement, beaucoup de personnes, à mon sens, et c'est très personnel, se retrouvent malheureux parce qu'ils vivent aujourd'hui une vie qui finalement ne leur correspond pas. Et le fait que tu saches au fond que tu souhaitais cette liberté-là et que tu t'es rendu compte un jour que finalement tu ne l'aurais pas, ou peut-être en changeant vraiment beaucoup de choses, bah, ça t'a fait prendre conscience que ça ne servait pas de continuer dans ce sens. Donc, c'est assez intéressant. Tu dis que tu prends des décisions aussi également assez abruptes.
cette décision, quel est le résultat finalement d'avoir fermé cette entreprise et qu'est-ce que tu fais par la suite? Bah, alors déjà, fermer une boîte en France, c'est pas comme fermer, je sais pas, une porte ou fermer un compte bancaire. Ça te demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de paperasse, évidemment. Donc, ça te suce un peu quand même le cerveau malgré tout, même si tu essaies de faire les choses proprement, etc. Enfin, c'est les procédures françaises, bref. Et puis derrière ça, bah, je me dis que j'ai plus envie en fait d'être autre part que tout seul à gérer mon machin. Donc, j'essaye des petits trucs sur Internet. Je commence à m'intéresser à la question. Je regarde un peu où il y a des gens qui font de l'argent sur Internet. Je trouve très vite deux ou trois forums. À l'époque, c'est essentiellement les gens qui étaient dans la rencontre, dans cet écosystème-là où il y avait des gens, des individus, je veux dire, des gens à qui tu pouvais t'identifier, qui faisaient de l'argent. Il y avait, tu vois, il n'y avait pas énormément de ressources. Il n'y avait pas de blog qui te parlait de gagner de l'argent. Ça peut paraître en fait très, très abstrait quand je le dis comme ça maintenant, parce qu'il faut imaginer à l'époque les ressources qu'on avait entre les mains. À l'époque, il n'y avait pas YouTube, il y avait Dailymotion, il n'y avait pas. Enfin, tu vois, c'est une autre époque, quoi. C'est un autre monde quasiment. Et c'est vrai que les premiers trucs que moi j'ai testés, finalement, ça a été des forums. On avait fait des essais sur les forums, les trucs communautaires, c'était intéressant. On a fait un peu d'argent avec, mais très vite, je me suis orienté vers des blogs. Très vite, j'ai compris qu'en fait, il y avait des places. À l'époque, là encore, il faut remettre ça en perspective, mais à l'époque, il y avait pas, t'avais pas TF1, tu n'avais pas tous les services de replay, tu n'avais pas YouTube. Quand tu regardais quelqu'un qui voulait taper, je sais pas, résultat du match PSG de la veille, il y avait personne qui donnait les résultats, sauf des blogs qu'on montait nous. Et en fait, c'était des jeux où en fait on pouvait capter très vite beaucoup d'audience, beaucoup de trafic, parce qu'il n'y a pas énormément de compétition. Et donc, c'est avec ça, effectivement, un réseau de blogs que j'ai démarré à vraiment faire de l'argent. Et c'est ce qui m'a permis de partir en Asie avec un business qui tournait bien. Et voilà, en fait, ce que ça m'a permis de faire d'abord, donc, tu vois, d'atteindre finalement mon objectif de gagner plus que ce que je gagnais déjà en étant entrepreneur physique. Et en plus d'avoir, au passage, gagné la liberté géographique. Donc, c'était deux objectifs. Alors, ça demandait du boulot. Encore une fois, le truc, ça peut paraître court et long quand tu le regardes sur le truc, mais ça m'a pris, à l'époque, il fallait tout apprendre. Encore une fois, il n'y avait pas de ressources, il fallait être débrouillard, quoi. Et vraiment, encore une fois, en 2 ans, ouais, bon, j'ai réussi à monter un truc qui permettait de cracher suffisamment d'argent d'une manière suffisamment stable pour pouvoir partir tranquillement, quoi. C'est vrai que c'est super intéressant et c'est vrai qu'avec du recul, 2007, comme tu dis, Facebook, ça devait faire peut-être 1 ou 2 ans que ça existait, mais ça n'avait aucun rapport avec ce que c'est aujourd'hui. YouTube, ça devait être Personne l'utilisait en France. C'est ça le truc, ça existait, tu vois, mais sur le fond. Mais en fait, il faut prendre les niveaux d'adoption dans les pays, les trucs. À l'époque, c'était pas Facebook, c'était MySpace. MySpace avait 600 millions de membres, tu vois, un truc du genre. C'est qui connaît MySpace aujourd'hui? Mais MySpace, c'était le géant, c'était Facebook de l'époque, quoi. Et c'était Facebook, c'était un espèce de truc tout nain qui démarrait à peine, mais qui n'était pas implémenté ni utilisé en France. À l'époque, YouTube, il y avait Dailymotion en France qui était le français qui taillait le truc, quoi. Tu vois, c'est une époque où en fait les grands géants sont nés, mais n'étaient pas encore vraiment dominants, quoi, en réalité. Par rapport à ça, j'ai une petite question parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'accès à l'information, elle est là, elle est présente, on peut la retrouver assez facilement, comme tu dis, sur YouTube, sur les blogs, etc. À l'époque, pas du tout. Et il y a aussi cette façon de penser qui dit c'était plus facile à l'époque de faire de l'argent sur Internet que maintenant. Mais on voit finalement que pas forcément. Toi, qu'est-ce que tu en penses avec ton recul et ton expérience sur la matière? C'était facile si tu avais déjà une compétence, si tu étais un peu débrouillard. Si tu avais, en fait, pour partir de zéro, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus simple parce que tu as beaucoup de techniques qui a été éliminé, tu as beaucoup de trucs qui sont rentrés dans les mœurs. En 2007, faire cracher une carte bleue à quelqu'un, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'en 2007, essayer de vendre des produits d'information, par exemple des formations, c'était extrêmement complexe. Enfin, tu vois, moi, je ne vendais pas ça. Je monétisais avec de la pub puis avec de l'affiliation parce que les gens n'avaient pas confiance. Tu ne mettrais pas ton numéro de carte bleue comme les gens le font maintenant naturellement. C'est très récent, ça, en fait, et les habitudes ont extrêmement changé. Donc, c'était plus simple sur certains secteurs. Tu vois, pour de l'affiliation, par exemple, pour des choses comme ça, oui, c'était plus simple, mais tu n'avais pas tous les produits. Encore une fois, tu n'avais pas tout ça. Mais bref, c'était plus simple sur certains trucs, mais pour d'autres, c'était totalement impossible de le faire comme ça, quoi. Comme ce qu'on fonctionne, la manière avec laquelle on fonctionne aujourd'hui est très simplifiée pour des gens qui démarrent vraiment. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, je pense. Il y a de la compétition, mais la compétition, c'est signe qu'il y a du marché, quoi. Il y a du business à faire. À l'époque, encore une fois, on était un peu des chercheurs d'or, tu vois. Il y avait pas on cherchait des pépites, quoi. Certains en ont trouvé, certains ont arrêté.
Moi, j'ai fait partie, alors je ne sais pas si c'est de la chance, c'est de la persévérance, c'est bon, plein de choses, mais c'était aujourd'hui, tu sais que c'est possible, tu sais qu'il y a de l'argent, tu sais que tu peux te former, tu sais que tu vois, il y a 10 000 manières de trouver un truc qui va te correspondre à toi pour gagner ta vie et faire un business solide. À l'époque, on était dans la bricole, quoi. C'est-à-dire que tu vois, on réfléchissait pas à des business à 5 ans. On était vraiment dans le truc, dans le feu, c'était le western, il y avait des machins. Tu vois, on avait des campagnes pub qui nous tombaient le matin, les gens te lâchaient 500 balles pour un article sponsorisé qu'ils écrivaient eux-mêmes. C'était une époque folle, en fait, quand tu regardes le truc. Mais on savait que ça ne durerait pas intimement parce qu'on savait que l'argent, ça ne pleut pas du ciel comme ça internellement, quoi. Donc, c'est, je pense, aujourd'hui plus simple de se lancer parce qu'encore une fois, il y a 10 000 opportunités exploitables, parce que les outils sont plus simples, parce que les gens sont prêts à acheter, parce que tu as 1000 marchés dans lesquels tu peux te concentrer, où il y a déjà des gens qui l'ont fait avant toi. Donc, savoir que c'est possible, savoir que des gens le font déjà, c'est quand même, tu vois, beaucoup plus rassurant que de faire ce qu'on a fait, quoi. Ouais, complètement, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est assez fou et tu dis que tu as pris cet exemple-là, que les personnes avaient plus de mal à sortir leur carte bleue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut nous, quand on voit par exemple Amazon, ça peut nous paraître complètement absurde de se dire ou d'avoir peur de sortir sa carte bleue. Mais c'est vrai que je me rappelle maintenant, il y a quelques années, étant plus jeune, de voir mes parents qui avaient vraiment peur de commander sur Internet parce que c'était quelque chose de vraiment insécure ou dans l'optique des gens, c'était vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Ok. Du coup, tu t'es lancé en 2007. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, est-ce que tu peux peut-être aller nous lister quelques business que tu as lancés sur toutes ces années rapidement, parce que j'imagine qu'il y a dû en avoir beaucoup du coup. Bah, réseau de blog monétisé par la pub. Au départ, moi, mes premiers 2000 euros, je les ai faits avec AdSense, enfin, premier 2000 euros par mois. Très vite, en fait, ça bouge très vite, mais ils m'ont un peu éjecté des sites. Donc, ça m'a forcé à réfléchir à de nouveaux trucs. C'était une bonne opportunité, en fait, qui me fout dehors parce que ça m'a permis de trouver d'autres agences qui payaient 3 fois mieux. Donc, en fait, ils m'ont permis de multiplier mon chiffre par 3 ou 4, juste mécaniquement. Ensuite, on est passé sur des systèmes d'affiliation. Donc là, on commençait à pousser des produits d'information. Derrière ça, on a commencé à finalement faire le prolongement. C'est dire, OK, bon, bah, pourquoi prendre que la moitié quand tu peux faire toi-même les produits finalement et à quelques sacrifices qui sont de montrer ta tête. Ensuite, bah, on a créé des logiciels aussi. Enfin bref, on a créé pas mal de choses. Ouais, voilà quelques business models. Sinon, quelques business. Après, on reste toujours sur des fondamentaux. Moi, je suis un peu un mec qui aime bien contrôler les trucs, c'est-à-dire que j'ai vu avec les différentes époques du net que tu vois les gens qui, j'ai fait une seule erreur en fait, enfin c'est même pas une erreur, ça fait partie du parcours, mais tu vois le truc que j'ai gardé en tête quand on a commencé à s'afficher, en fait, c'était juste de dire que fallait qu'on crée une audience parce que parce que j'ai eu des millions, mais quand je dis des millions de visiteurs, je faisais jusqu'à 400 000 visiteurs par jour sur des blogs. Enfin, je ne sais pas si tu vois en fait ce que ça représente en trafic, mais à l'époque, en fait, on ne capturait pas de mails parce que parce que voilà, aujourd'hui, ça peut paraître complètement débile quand tu le dis, mais à la fois, c'était pas du trafic qui était super qualifié, mais on aurait pu mettre des lignes magnettes. Enfin bref, est-ce que je sais aujourd'hui, c'est facile de dire que je l'aurais fait autrement. Mais tu vois, ça m'a servi de leçon pour me dire, ok, les mails, c'est important parce que le jour où Google te déglingue, ou Facebook veut plus de toi, ou la pub marche pas, ou la pub augmente, ou le truc, en fait, ça m'a donné cette vision maintenant qui me sert toujours, c'est d'avoir toujours un plein contrôle, ou du moins essayer de l'avoir au maximum sur à la fois ce que je fais, comment le trafic arrive, comment on le maintient, comment est-ce que tu vois, on utilise nos propres outils pour ces raisons-là aussi, et pour se rendre un peu, c'est pas invincible, mais c'est éviter d'avoir des gens qui viennent te mettre de bâtons dans les roues. Ton boulot, c'est pas à toi de réparer, tu vois, un compte qu'on vient te mettre sous clé parce qu'ils disent qu'il faut contrôler. Donc, moi, j'ai bâti des systèmes qui sont un peu comme ça, bâtis sur l'idée qu'en fait, faut me foutre la paix et que je suis organisé pour que si tu me crève une roue, en fait, ma bagnole, elle continue à avancer parce que j'ai encore 2 roues d'avance, quoi. C'est clair, mais je te rejoins totalement. C'est vrai que ce côté-là de contrôler son business est quelque chose de super important. Je vois des exemples, alors c'est en dropshipping ou alors même c'est Amazon FBA, où des fois Amazon lance des produits sur un produit que toi-même tu lançais en concurrence et où tu te fais éjecter. Donc avoir le contrôle sur son business, c'est super important. Je te rejoins là-dessus. Tu as parlé du coup de YouTube, justement, de créer sa chaîne. Tu t'es lancé à quelle époque sur YouTube? 2016, je crois, de mémoire. Ouais, 2016. 2016, avec beaucoup de violence. Moi, je ne fais pas partie d'une génération, en fait, où on se montre. Donc, pour moi, ça a toujours été, au départ, très compliqué parce que
C'est générationnel. C'est vrai que, encore une fois, moi, tous mes potes d'enfance sur Facebook, il n'y en a pas un où tu vois son visage. Ils ont tous des avatars à la con, en fait, où tu vois pas leur tête. Et c'est vrai que c'est pour les gens qui sont de ma génération, c'est pareil. Il y en a plein qui ont des business qui tournent bien, mais qui voudront jamais passer le cap de la vidéo parce que peur du regard, peur du jugement, peur de machin. Enfin, bref, c'était sans doute le plus gros switch à faire, c'était celui-là, c'était de passer de l'ombre à revenir un peu à la lumière et puis accepter en fait ce que ça implique. Ouais, donc 2016 et puis ouais, voilà. Ok, c'est intéressant. Effectivement, il y a ce côté-là, écart générationnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se montre peut-être plus facilement sur les réseaux, mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui génèrent de l'argent sur le web et qui en vivent sans forcément se montrer, parce que beaucoup voient aujourd'hui ces business-là où pensent que pour réussir sur Internet, il faut se montrer forcément en vidéo. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a d'autres choses qui se font derrière, mais qu'on voit pas. Clairement, mais souvent d'ailleurs, les gens qui font le plus d'argent en ligne, c'est ceux que tu vois jamais. C'est-à-dire, c'est les mecs qui sont dans l'ombre. Eux, ils considèrent qu'aller sur YouTube, faire le guignol, c'est de la branlère, quoi. Et tu vois, c'était pas une starlette Instagram, donc t'es pas une youtubeuse beauté. Ton boulot, c'est pas ça. C'est pas, tu vois, il y a en fait, c'est un microcosme Internet. Quand tu regardes bien, on est sur un truc où on est quand même assez déconnecté de certaines réalités. Mais tu as des mecs qui utilisent Internet pour ce que c'est-à-dire une immense machine à trafic. Et quand tu maîtrises les canaux et les trucs, et quand tu as des bons produits, le trafic, tu l'achètes, tu n'as pas besoin d'aller faire effectivement le guignol sur les trucs, quoi. Ça se défend aussi comme optique en réalité, et c'est vrai que c'est une manière différente de fonctionner. Ouais, c'est une manière différente. Et puis, alors, ce trafic-là, forcément, il y a aussi ce côté-là organique, peut-être, qui peut être plus puissant, où finalement, tu as peut-être besoin d'investir moins. Tu dis que c'était plus facile aujourd'hui de se lancer en partant de zéro. C'est vrai que les réseaux sociaux le permettent également de se lancer sans vraiment investir d'argent. C'est très différent, effectivement. Il faut être, ouais, faut se trouver en fait un canal, mais tu vois, il y a mille manières aujourd'hui de trouver des gens ciblés. L'erreur, c'est de vouloir être partout, d'être partout tout le temps, de dire oui à tout et à n'importe quoi, et puis de ne pas avoir un objectif et une cible bien déterminée. Et sinon, tu te perds aujourd'hui dans toutes les options, dans tout ce que tu peux faire. Tu vas regarder une vidéo, tu vas te dire, il faut que je sois sur Pinterest. Tu regardes une deuxième, il faut que je sois sur Instagram, il faut que je sois sur TikTok. Au final, tu te dis, ouais, ok, mais au bout du compte, en réalité, il faut regarder ce qui rapporte des clients, quoi, parce que la course un peu égotique aussi des réseaux sociaux, elle est souvent, c'est un trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui s'amuse à faire la mesure du truc. C'est-à-dire, tu vois, les gens se disent, ok, j'ai 1000 likes, machin, c'est bien. Ouais, mais c'est pas ça en fait. On se nourrit pas de likes. Le business, c'est de l'argent sonnant et trébuchant. Ce que tu dois compter, c'est combien ça t'apporte de clients et pas autre chose. Et si ça en rapporte pas, c'est que c'est pas un bon canal. Point final. Ouais, complètement. C'est super intéressant, effectivement. Euh, on peut croire des fois à tort qu'effectivement le nombre de vues, le nombre d'abonnés joue sur quelque chose, mais finalement, comme tu le dis, ça reste du business et c'est finalement le nombre d'argent que tu fais rentrer qui te fait vivre et qui fait croître ton entreprise. Donc, je te rejoins totalement. Aujourd'hui, du coup, donc tu dis que tu étais présent un petit peu partout. Est-ce que peut-être tu veux nous parler de ce que tu fais actuellement en termes de produits, sur quoi on peut te retrouver ou sur quoi on peut faire appel à toi? Peut-être que tu veux présenter ça. Essentiellement sur Black Hat Marketing, un petit peu sur ma chaîne perso sur YouTube pour ceux qui s'intéressent au voyage. C'est un peu moins la période, mais peut-être Ah, c'est plus bien. tard. Et sinon, effectivement, là, je suis en train de m'amuser à faire des petits events, enfin des events, comme celui qu'on a fait la fin du mois dernier, qui était une belle expérience que je vais sans doute renouveler et qui est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà un peu les projets sur lesquels je travaille en ce moment. Après, on a d'autres choses qui sont des business qui tournent déjà, mais essentiellement, je suis visible sur ça, quoi. Eh bien, écoute, je te remercie en tout cas pour ça. Je vais finir du coup par les 5 questions de fin, d'accord? Les 5 questions, je les pose à tout le monde. Tu réponds pas, c'est toi qui vois. Je commence avec la première question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un pourquoi profond finalement qui te fait faire tout ça, qui te fait entreprendre comme tu le fais depuis maintenant plusieurs années? Ouais, j'ai mis du temps à en trouver un fondamentalement, mais effectivement, c'est sans doute. J'ai compris avec le temps pour avoir rencontré des gens qui sont venus me dire bonjour gentiment en Asie pour certains, que
J'ai été, tout modestement, mais tu vois, il y a mille manières de déclencher un déclic. Mais pour certains, j'ai été un déclic et que finalement, c'était peut-être même au travers de trucs qui te semblent futiles quand tu les fais, mais qui ont pu donner un petit coup de pouce ou du moins, tu vois, juste un élan. En fait, finalement, ce qu'on peut faire de plus puissant, c'est sans doute inspirer et montrer que c'est possible. Plein de gens, en fait, se sont dit, ouais, je vais faire comme lui, quoi. Et rien que ça vaut le coup de continuer, quoi. Quand tu te dis, effectivement, moi, j'ai pas besoin de ça forcément, mais en substance, c'est quand même super puissant. J'ai compris, effectivement, qu'avec quelques vidéos, finalement, qui avaient parfois quelques centaines de vues, tu pouvais changer un peu la manière de vivre de certaines personnes. J'ai des gens qui sont devenus des amis, qui sont installés en Asie, voilà, après avoir vu et acheté une formation sur l'expatriation. Enfin, tu vois, tu dis, waouh, tu as un pouvoir gigantesque dans la vie des gens, quoi. Et quand tu l'utilises positivement, je trouve que c'est vachement gratifiant évidemment, mais au-delà de ça, tu dis, il y a tellement, tellement de personnes, tu vois, qui comme moi, en fait, moi j'ai beaucoup de gens qui sont de ma génération, mais qui sont un peu ce que j'aurais été si je n'avais pas fermé ma boîte et si je n'avais pas pris le virage du net, tu vois. C'est des gens qui en fait regardent mon truc en se disant, putain, il a trop eu raison de se barrer et qui sont eux coincés dans le truc, tu vois, et pour eux, en fait, ça peut être juste un kicker en se disant, ouais, mais si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, quoi. Pour certains. Donc c'est ça le pourquoi. Ok, mais c'est super intéressant et je vais te rejoindre du coup sur cette idée-là. C'est que j'ai reçu il y a quelque temps Jean-Loup Lebrun en interview et je lui disais que moi, il avait réussi à me motiver à partir en voyage seul en Thaïlande et je te le dis aussi publiquement devant tout le monde, Seb, tes vidéos aussi m'ont inspiré à partir en Thaïlande. Je me rappelle d'une vidéo où tu étais à Chiang Mai et tu étais dans le quartier au nord-ouest de je ne sais plus le nom du quartier exact. Et autour de... Iman, Excuse-moi, Niman. Niman Road. C'est ça, exactement. Et donc, tu avais ce quartier-là où tu avais beaucoup de bâtiments modernes. Et du coup, quand je suis allé à Chiang Mai il y a quelques mois, bah, je me suis retrouvé dans ce lieu-là et j'avais pensé à toi. Donc, oui, oui, effectivement, grâce à tes vidéos et grâce aux vidéos de toutes les personnes qui sont sur le web, finalement, on peut créer cet impact dans la vie des autres. Donc, je te rejoins totalement sur ça. OK. Tout à l'heure, tu nous as parlé que finalement, les erreurs, les difficultés faisaient grandir sur le parcours et ça va être ma deuxième question. Est-ce que tu as une erreur ou une difficulté à laquelle tu penses, mais qui t'a fait grandir ou sur lequel tu as réussi à en tirer une leçon finalement? L'erreur d'un point de vue business, ouais, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est de te dire finalement, tu vois, à un moment, j'avais des blogs, des machins, mais j'ai compris que c'était un château de sable parce que c'était Google, à un moment, qui me payait, c'est Google qui m'envoyait le trafic, et à un moment, j'avais presque la casquette, en fait, salarié de Google, quoi. Et c'est avec rétrospectivement cette vision-là que je me suis dit qu'en fait, il fallait ensuite que je sois capable de maîtriser en fait les derniers maillons parce que j'aime pas être à la merci du truc. Ça, c'est d'un point de vue business. Ensuite, d'un point de vue perso, j'ai compris que pour changer radicalement les choses, il fallait faire de gros sacrifices. De gros sacrifices, ça veut dire ouais, pouvoir t'enterrer pendant un an dans une cave si tu veux monter un truc que personne n'a fait avant toi et que ça demande du temps, ça demande de la concentration, ça demande effectivement d'avoir cette volonté un peu sans faille et de te battre contre les gens autour de toi qui l'ont pas. Enfin, tu vois, moi j'ai créé un truc sur Internet, je suis passé du statut de chef d'entreprise à celui de mec qui bosse sur un ordinateur et on ne comprend pas ce que tu fais. Tu vois, tu es dans des trucs parfois où faut savoir s'entêter suffisamment si tu penses que c'est vraiment ça que tu veux. Et puis, de temps en temps, il faut savoir se tirer une balle dans le pied aussi. Et puis voilà, repartir sur d'autres choses. Donc, moi, j'ai toujours des switches qui sont comme ça. C'est-à-dire que, tu vois, les blogs, je les ai fermés tous d'un blog pour passer à autre chose. C'est-à-dire, je fais souvent table rase. Je détruis beaucoup les trucs pour repartir vraiment de zéro. Y compris dans mes relations perso, quoi. Ça peut être j'ai divorcé très vite à cause de ça, d'un truc où en fait c'est après 10 ans de mariage, tu vois, arrivé en Thaïlande, moi j'étais au sommet de mon accomplissement personnel, j'avais réalisé mes rêves, sauf que mon ex en fait pour elle a découvert que c'était pas sa vie rêvée, quoi, et que forcément c'était un problème qui n'était pas anticipé dans notre truc et que la seule solution raisonnable. Et là, c'est ça, on dit, où c'est parfois douloureux, c'est de te dire, bon, ok, c'est soit je rentre en France, je vais être malheureuse, soit elle reste là, elle va être malheureuse, soit il faut clore le truc très vite. Et j'ai pris le chemin de clore le truc très vite. C'est des choix qui sont radicaux
Et ça implique effectivement que si tu veux atteindre vraiment, encore une fois, la liberté, les trucs, ouais, il y a toujours un prix à payer. Mais à chaque chose, il y a un prix à payer. Si tu veux un six-pack, bah, il va falloir que tu ailles à la gym, que tu surveilles ta bouffe, que tu fasses, tu vois, tout a un prix. Quel que soit en fait l'objectif que tu te fixes, il y aura toujours un prix à payer. Il faut toujours être conscient de ça parce que si tu n'es pas prêt à le payer, tu seras malheureux pendant le processus et tu seras malheureux aussi après, quoi. Donc, c'est pas, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Il y a plein de gens, je pense, qui sont tu vois, j'ai des amis qui envient pas ma vie, en fait. C'est-à-dire qui, pour eux, voient ça, en fait, un prix à payer trop important et leur situation est suffisamment confortable pour pas être dangereuse et pour se dire que, ouais, bon, je pourrais faire ça plus tard ou alors c'est supportable ou alors c'est pas aussi pénible que ça. Tu vois, les gens sont un peu dans cet entre-deux qui est toujours un peu, je trouve, tu t'endors, quoi, en fait. Moi, j'aime bien les trucs tranchés comme ça. Tu repars de zéro, effectivement, tu brûles, tu repars souvent. Bon, tu repars jamais vraiment totalement de zéro, mais tu te mets en danger, quoi. Moi, j'ai déjà ouais, eu quelques carrières dans ma vie et puis j'en aurai certainement d'autres après, quoi. C'est toujours ça. Et effectivement, il ne faut pas rester figé. Il faut avoir conscience que le monde va vite. Pire, il accélère, c'est-à-dire que tu regardes année après année, en fait, le progrès technique s'accumule et ça devient voilà, exponentiel. C'est que ce qui, à l'époque, tenait 5 ans, tient aujourd'hui peut-être 2 et dans 4-5 ans, tu viendras peut-être 1, peut-être 6 mois juste. Enfin, tu vois, être entrepreneur, c'est un truc qui n'est pas forcément fait pour tout le monde dans le sens où il faut accepter cette remise en question perpétuelle et tu te dis, ouais, il y a des gens qui ont un plan de carrière, un truc, mais entrepreneur, tu n'as pas de plan de carrière, tu as un plan de business, quoi. C'est-à-dire, bah, tant que ça marche, bah, ok, tu vas creuser le truc, mais il faut accepter que le marché il soit totalement différent. Un peu comme la période qu'on s'apprête à traverser, c'est une grande phase de remise en question qui va être pour certains, en fait, qui ne sont pas préparés. Les gens ont cette vision du bah, ça va repartir comme avant, ces trucs. Non, ça ne repart jamais comme avant. En fait, l'aventure, c'est que c'est faut tout recréer. La magie, c'est que tu peux créer tout ce que tu veux aujourd'hui facilement. C'est-à-dire que on est passé, moi qui ai grandi dans un village où tu vois, il y avait 150 personnes et il y avait un boulanger qui avait sa zone de chalandise. Aujourd'hui, bah, tu peux être le cul à l'autre bout du monde et avoir comme zone de chalandise le monde entier. Et c'est une époque magique que la plupart des gens ne saisissent pas, c'est-à-dire que tu as deux visions sur le web. Tu peux être soit consommateur, soit créateur. Aujourd'hui, bah, les gens passent massivement leur temps à regarder les autres qui font des photos, des vidéos, des trucs, mais n'agissent pas. Et en fait, ceux qui agissent sont ceux qui créent et ceux qui récoltent. Je vous invite vraiment à réécouter ce passage-là parce que Sébastien a délivré beaucoup d'infos, mais vraiment beaucoup d'infos vraiment très, très intéressantes et puissantes si aujourd'hui vous souhaitez justement entreprendre et vous adapter à ce monde qui va de plus en plus vite. Je vous invite vraiment à revenir 1 ou 2 minutes en arrière et réécouter. Ok, super, merci Seb. Troisième question, est-ce que tu as un grand rêve, un grand objectif en tête que tu désires atteindre? En fait, il y a un truc qu'il faut admettre avec le temps, c'est que je pense qu'on n'est pas tous faits de la même matière. Tu vois, tu as des mecs comme Elon Musk qui veulent changer le monde, qui veulent aller sur Mars. Moi, je n'ai pas cette ambition-là. Et je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des ambitions et des rêves qui sont raccords avec tes propres trucs. Tu vois, tout le monde rêverait de se dire, ouais, je suis le premier à faire machin. Mais en fait, en réalité, tout le monde n'est pas prêt à payer le prix qui va avec. C'est-à-dire que tu vois, pour aller sur Mars, bah, il va falloir faire une fusée. Ok, mais tu sais que tu vas avoir 100 millions de connards qui vont te dire quand même, mais tu sais que la NASA n'a pas réussi à le faire. Qu'est-ce qui te pousse toi à faire un truc tu vois, c'est un tel niveau de difficulté qu'en fait, il faut avoir une capacité d'abstraction qui peut être que guidée par un truc très fort à l'intérieur. Et je pense que tout le monde n'a pas forcément ni l'envie ni le besoin de ce truc. Pour répondre donc à ta question vraiment sur le truc, moi j'ai plutôt l'ambition tu vois, d'avoir construit quelque chose qui aujourd'hui me permet d'avoir une vie qui me va très bien. Et en fait, l'idée, c'est plutôt que d'attendre un grand pic de bonheur, c'est finalement de maintenir un niveau de bonheur constant tout au long de ta vie. C'est-à-dire, les gens, encore une fois, sont baignés dans cette idée que le jour J de ta retraite, ça y est, ta vie va démarrer. Bon, souvent, elle se finit plus vite qu'elle ne commence, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais très longue après la retraite quand tu regardes les stats. Et tu vois, tu as toujours cette idée que les gens attendent un point très précis comme ça. Mais quand tu seras là, en fait, ça sera le moment magique. Mais en fait, non. La réalité, c'est que tu ne peux pas accepter d'en chier pendant 40 ans, d'avoir une vie de merde du lundi au vendredi soir en te disant j'attends ça parce que dans 40 ans, j'aurai ça. Moi, ma vision du monde, c'est de se dire c'est OK, je vais faire en sorte d'avoir une vie qui me convient tous les jours et de faire en sorte qu'elle dure comme ça le plus longtemps.
Donc, la beauté quand tu es entrepreneur, c'est que tu peux te construire des objectifs qui sont sur mesure. Si tu veux gagner 2000 balles, bah, tu vas bosser en fonction. Si tu veux gagner 5000, tu vas bosser en fonction. Puis tu vas utiliser des business models en fonction. Si tu veux gagner 100 000, voilà, tu adaptes ton truc. Mais tu vas essayer surtout, en fait, si tu veux travailler sur un truc où tu es plus dans tes rêves à toi ou dans tes objectifs à toi, sur le fait de ne pas attendre un grand moment, mais plutôt d'avoir cette notion de dire, OK, je ne vais pas mettre, tu vois, la liberté en fait en retrait par rapport à des objectifs financiers. Il y a ça souvent en fait qui est très rigolo. En Asie, tu vois, les gens, moi j'ai vécu au Cambodge et les gens, ils vivent avec 2 dollars par jour, mais ils sont heureux, tu vois, ils sont sur un Mac, ils font rien. Puis toi, tu dis, les Occidentaux arrivent en se disant ouais, mais quand je serai à la retraite, je ferai comme eux. Mais va pas bosser, fais comme eux. En fait, ils vont pas bosser parce que s'ils vont bosser, ils sont obligés, tu vois, de passer. Enfin bref, c'est un monde en fait qui est très différent quand tu réfléchis 2 secondes. Et on est dans une logique très consumériste qui nous pousse à avoir besoin d'argent pour des objets dont on n'a pas besoin pour en plus les montrer à des gens qui nous aiment pas. Enfin, tu vois, c'est un espèce de cercle qui est forcément pas super sain. Et quand tu réfléchis 2 secondes, moi, ma vision, c'est juste d'être capable finalement de faire ce que je fais et puis d'avoir cette capacité à créer juste ce qui m'amuse, de faire ce qui m'amuse et uniquement ça, et puis de voyager à mon rythme. Tu vois, je ne suis pas pressé, j'ai le temps, j'ai encore normalement quelques bonnes années devant moi. Statistiquement, il me reste à peu près 40 ans. Donc bon, ça va, tu vois, la vie est longue finalement. Et puis quand tu as trouvé un bon équilibre, l'idée c'est de le garder, quoi, et de le garder le plus longtemps possible. Donc c'est ça mon objectif. Ok. Vivre finalement cette vie qui te fait plaisir le plus longtemps possible, quoi. Ok, Ouais. intéressant. Quatrième question, si tu devais retenir une leçon de ton parcours actuel de vie, ça serait laquelle? Alors, tu nous l'as peut-être déjà dit du coup tout à l'heure, mais si tu avais une Que leçon. tout a un prix, que tout a un prix et que si tu veux obtenir quelque chose, il faut accepter de payer le prix, y compris s'il est très cher et que plus ton objectif est important, plus le prix sera cher. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment ce que j'essaie de montrer finalement avec les cheminements de vie. C'est qu'on voit souvent la phase visible, surtout maintenant avec les réseaux sociaux où on montre Mm. beaucoup de choses, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, tous les sacrifices, tous les moments de doute, tous les moments de travail. Et c'est vraiment super intéressant. Et c'est ça, le but de ces interviews finalement, c'est de se montrer, oui, c'est possible d'y arriver, mais ce n'est pas toujours tout rose et il y a beaucoup de travail. OK. Dernière question, je te laisse le mot de la fin. Si tu avais un message peut-être à transmettre aux personnes qui nous regardent, ça serait lequel? C'est qu'aujourd'hui, on vit une époque magnifique où tout le monde a le savoir du monde entier dans sa poche. Ça s'appelle un smartphone et que ça ne sert pas qu'à regarder des vidéos sur YouTube, ça ne sert pas à jouer à Candy Crush, ça peut servir aussi à ça, mais ce n'est pas la meilleure manière de l'utiliser à mon sens. C'est que la plupart des gens rêvent souvent en regardant des vidéos au lieu d'agir en prenant modèle sur les trucs. Et finalement, aujourd'hui, on traverse encore une fois une époque qui est magique sur cette capacité. Pendant des siècles, sinon des millénaires, les gens avaient, tu vois, la richesse se mesurait au savoir, à la sagesse. Et aujourd'hui, en fait, si tu le souhaites, tu as accès à tout ça, ce qui était à l'époque le truc le bien le plus précieux, finalement, tu l'as déjà entre tes mains. C'est à toi d'en faire un bon usage. Et aujourd'hui, quelle que soit la thématique que tu vises, quel que soit le niveau de revenu que tu vises, c'est accessible, c'est possible. Tu peux suivre des cursus de grandes facs américaines qui sont normalement extrêmement chers, que tu peux suivre à distance. Tu peux faire exactement ce que tu veux. Si tu veux construire une centrale nucléaire dans ton jardin, c'est possible aussi. Il y a des plans pour ça. Mais tu vois, en fait, cette vision-là, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une époque où tout est possible et qu'en revanche, ça ne se fait pas tout seul, quoi. Mais la vie qu'on cherche à avoir, ses rêves aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile. Ça ne veut pas dire simple, encore une fois, mais c'est facile dans le sens où il y a 1000 exemples de gens qui l'ont fait. Il y a 10 000 manières de le faire. Il y a effectivement toujours des opportunités. Tous les jours, on a la même quantité d'opportunités sous les yeux qui nous passent, ou le même nombre de personnes qui va te proposer un truc. Il y a des gens qui sont aware, il y en a d'autres qui passent à côté, qui ne voient pas ça comme étant une opportunité. Mais tu vois, c'est finalement juste être mais après, encore une fois, il y a des gens qui sont très heureux. J'ai des potes aussi qui sont très heureux dans le salariat, quoi. Donc, c'est pas le principal message, je pense, c'est de ne pas vivre une vie par procuration ou d'éviter de le faire. Enfin, tu vois, de ne pas se dire j'attendrai le jour où, mais de le faire, quoi. De le faire parce que la vie est courte, parce qu'il y a toujours des machins, il y aura toujours des obstacles, tu vois, il y a toujours des trucs inattendus, comme en ce moment, qui te mettent des coups d'arrêt et tu te dis ah merde, si j'avais su. Et souvent, on se dit si j'avais su, alors qu'il faut le faire et puis dire au moins, tu n'auras pas de regrets, quoi. Il n'y a rien de pire que de se dire
j'aurais dû ou j'aurais pu le tenter. Ouais, mais fais-le. Et si tu te plantes, c'est pas grave. Tu n'auras pas le regret au moins de ne pas l'avoir fait. Exactement. Et ben, je suis vraiment heureux de t'entendre finir cette vidéo par ce message-là. Et je crois que c'était Fabien également qui avait fini par ce message. Moi, ça me remplit de joie parce que c'est vraiment le message que je veux transmettre finalement. C'est qu'une vie, on n'en a qu'une seule. À un moment donné, elle va se terminer et pas de regret, quoi. On la vit et à fond et à 200% et pas de regret à la fin. Ben, écoute, Ouais. merci Seb en tout cas d'avoir fait cette interview avec moi et d'avoir pu partager finalement ton point de vue, ton histoire aux personnes qui vont nous regarder aujourd'hui. Je mettrai tous tes réseaux du coup dans la description, YouTube, Facebook aussi également, site internet, etc. Et je finirai du coup cette vidéo par vous dire qu'il est maintenant votre ressort du coup de devenir le leader de votre vie. Mais pour ça, vous devez passer à l'action maintenant. Salut.